nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime s'installe ce soir à la frontière entre la France et l'Italie pour vous raconter 3 faits divers qui ont marqué ses habitants. Crime à la frontière italienne, c'est tout de suite. Le 6 mai 2014, à Nice, Hélène Pastor et son chauffeur tombent dans un véritable guet-apens. Hélène Pastor est l'une des plus grandes fortunes de Monaco. Alors qu'ils viennent de quitter l'hôpital de la ville en voiture, 2 hommes embusqués derrière un mur surgissent à leur hauteur et leur tirent dessus au fusil de chasse. Les vitres explosent, les occupants sont touchés. Tous les 2 mourront de leurs blessures 15 jours plus tard, un véritable séisme sur le rocher monégasque. Mais qui en voulait à la riche héritière de 77 ans? S'agit-il d'un règlement de compte mafieux? Était-elle visée personnellement ou bien était-ce son chauffeur que les individus ciblaient? C'est l'incroyable enquête que la police judiciaire niçoise va mener pour découvrir qui sont les auteurs de ce règlement de compte macabre. Il y a eu immédiatement un malaise, vu la personnalité d'Hélène Pastor. On s'est dit, mais on a touché à quelque chose d'intouchable. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 1994, Jocelyne s'inquiète. Son mari, qui est berger, n'est toujours pas rentré. Nous sommes à Josier et Jean-Émile, le berger du village, travaillait à retaper sa grange, victime d'un incendie quelques semaines plus tôt. En se rendant sur place en compagnie de son voisin Fabrice, elle découvre avec effroi Jean-Émile allongé face contre terre. Le corps est froid et il présente une blessure importante à la tête. Mais qui a bien pu faire cela? Qui avait des raisons d'en vouloir au berger du village? C'est l'incroyable scénario d'une affaire qui va voir le principal suspect mis en examen, puis placé en détention plusieurs années durant, avant d'être innocenté par la justice. On a affaire à 2 témoins clés qui nous révèlent qu'ils ont fait des faux témoignages. Bon, c'est fini. Mais attendez, on est en présence d'une enquête pourrie. Le 22 août 2007, à Albertville, Philippe est en train de trier ses affaires dans son garage car il vient de se séparer de sa compagne. Et alors qu'il fouille dans le vide sanitaire, sa curiosité est attirée par l'odeur pestilentielle d'une malle. En l'ouvrant, il découvre avec horreur le corps de 2 nouveau-nés, emballés dans des sacs plastiques. Ils sont en état de décomposition avancée. Sous le choc, Philippe se précipite chez son voisin pour lui raconter sa terrible découverte. Mais que s'est-il passé? Qui a bien pu commettre un tel acte? Plongé dans cet effroyable infanticide qui marquera à jamais ce petit quartier tranquille de Savoie. Il ne comprend pas parce qu'il n'a jamais vu d'enfant chez lui. Virginie, à sa connaissance, n'a jamais été enceinte. Il ne l'a jamais vue enceinte. Crime revient tout d'abord sur le destin tragique d'Hélène Pastor, l'une des plus grosses fortunes monégasques, abattue froidement dans les rues de Nice au mois de mai 2014. Un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir une histoire qui a fait trembler la principauté de Monaco. Le destin tragique d'une riche héritière du Rocher à la tête d'une fortune de 16 milliards d'euros. Une enquête délicate pour la police judiciaire. Il y a eu immédiatement un malaise, vu la personnalité d'Hélène Pastor. On s'est dit, mais on a touché à quelque chose d'intouchable. Nous sommes à Nice, la 5e plus grande ville de France, située en bordure de Méditerranée. Réputée pour ses attraits touristiques, son luxe et sa promenade des Anglais, cette métropole est constituée d'une population à la fois bourgeoise et populaire. Ah ben Nice représente bien évidemment pour le commun des mortels une douceur de vivre. Une vie dorée, une vie agréable, une vie confortable, avec peuplée de palaces là, et de personnes qui prennent le temps de vivre lentement et sereinement. En cette fin de journée du 6 mai 2014, sur les hauteurs de Nice, le quartier de l'hôpital Larcher retrouve tout doucement
sa quiétude habituelle. Bon, il est 19h, encore un peu de monde, il ne fait pas nuit, il fait jour, les gens se promènent, certains sortent de l'hôpital, d'autres rentrent à l'hôpital. Un monospace s'apprête à quitter l'hôpital. Il s'arrête avant de s'engager sur la route. À ce moment-là, le regard des passants est attiré par une agitation soudaine. Il voit un individu surgir de nulle part, qui s'avance brusquement en direction du véhicule. Et soudain, 2 coups de feu retentissent. C'est la stupeur, les gens sont affolés. Un deuxième individu traverse alors précipitamment la route pour rejoindre le tireur. Ils ont mis le fusil dans un sac et ils sont partis à pied. Sidérés par la violence de cette scène, certains passants restent sur place, tandis que d'autres appellent les secours. Ceux qui arrivent les premiers, évidemment, sur les lieux, c'est les gens de l'hôpital, puisque je dirais qu'ils sont les mieux placés pour s'occuper des victimes. Ils accourent pour prodiguer les premiers secours, et ils le font d'ailleurs, in situ. 10 à 15 minutes plus tard, la police urbaine de Nice arrive sur place. Ils délimitent immédiatement un périmètre de sécurité autour du véhicule pour protéger la scène de crime. Mais qui sont les victimes de cette fusillade? Sont-elles toujours en vie? A-t-on affaire à un énième règlement de compte sur la Riviera? Ou la vérité est-elle beaucoup plus complexe? À Nice, les secours découvrent 2 personnes blessées par balle à l'intérieur de la voiture. Une femme âgée et un homme d'une 60aine d'années. Leur pronostic vital étant engagé, ils sont immédiatement transférés à l'hôpital Saint-Roch. La police judiciaire de Nice est arrivée sur place et procède aux premières constatations. On voit une scène de guerre, puisque le véhicule de la victime a ses roues bloquées contre un trottoir. La vitre, côté passager, brisée, éclatée par l'impact des 2 balles qui sont tirées à l'intérieur du véhicule, touchant 2 personnes. À l'intérieur du monospace, un premier indice interpelle les enquêteurs. Alors que la vitre est brisée, le sac de la victime est toujours sur le tableau de bord. Ils en déduisent que le mobile de l'agression ne peut pas être le vol. Parallèlement, les policiers ont pu identifier les 2 blessés. Les policiers identifient les 2 passagers du véhicule grâce au personnel soignant, grâce au personnel hospitalier, puisque la passagère du véhicule, Hélène Pastor, très connue sur le Rocher en principauté, venait de rendre visite, comme chaque soir, à son fils hospitalisé à l'hôpital Larcher. Les papiers d'identité retrouvés confirment également le nom du conducteur, qui n'est autre que Mohamed Darwish, le chauffeur d'Hélène Pastor. Aux abords de l'hôpital, l'enquête de voisinage commence. Plusieurs passants étant présents à l'arrêt de bus lors de l'agression, leur témoignage va être déterminant. Il voit à la fois le tireur, mais il voit concomitamment également le guetteur. Il lui était sur le qui-vive, à l'affût, et qui doit avoir donné le top départ pour permettre donc à son complice là de passer à l'acte. Certains témoins aperçoivent également les 2 hommes repartir à pied en direction d'un arrêt de bus qui se situe en contrebas de l'hôpital Larcher, et là, patientent en attendant le bus. La précision des témoignages et le travail de la police scientifique confirment rapidement que l'arme utilisée par le tueur est un fusil de chasse à canoncier. On a un mode opératoire qui est assez habituel dans le grand banditisme. Notamment en Corse, on a vu beaucoup de parrains de la brise de mer être éliminés de cette façon, fusil de chasse. C'est une arme redoutable. Alors s'agit-il d'un crime mafieux? Les enquêteurs apprennent qu'Hélène Pastor est une personnalité monégasque de premier plan. Il y a eu immédiatement un malaise, vu la personnalité d'Hélène Pastor. On s'est dit, mais on a touché à quelque chose d'intouchable. Et qui peut toucher à quelque chose d'intouchable, sinon la mafia? Dans les rues de Nice, comme à Monaco, c'est la stupeur et le branle-bas de combat. Dès 20h, la nouvelle fait la une de tous les médias. Le guet-apens a eu lieu ici, le 6 mai dernier. Hélène Pastor et son employé quittent l'hôpital Larcher. Tout laisse donc à penser
qu'il s'agit d'un crime crapuleux ou d'un règlement de compte. Mais les enquêteurs gardent la tête froide. Ils s'interrogent sur la véritable cible de cet attentat. Qui était visé? Le chauffeur, Mohamed Darwish ou Hélène Pastor? À la PJ de Nice, les enquêteurs s'intéressent au profil d'Hélène Pastor dans l'espoir d'y déceler des pistes qui mèneront à ses agresseurs. Au moment des faits, la riche héritière est âgée de 77 ans. Sur le rocher, on la surnomme la vice-princesse. C'est quelqu'un qui est décrit comme assez dur, une femme assez dure, assez sévère, qui n'a pas toujours le respect des gens. Elle n'était pas une femme mondaine, c'était une femme qui restait réservée, ou tout du moins dans le secret. On aime bien le secret à Monaco et la tranquillité. Hélène Pastor est l'une des héritières d'une richissime dynastie monégasque de bâtisseurs. Une fortune construite dès la fin du 19e siècle par son grand-père et qui décolle en 1966. Le prince régnier décide de concrétiser le projet d'extension sur la mer. Une mission confiée au clan Pastor. Et à partir de là, au lieu de vendre les immeubles qu'ils avaient construits, ils ont eu l'intelligence de les louer et de les garder. Donc ils ont un patrimoine immobilier inimaginable et des revenus tout aussi inimaginables. C'était quelque chose d'entre 500 et 600 000 mètres carrés en principauté. C'est extravagant. À la mort de son père en 1990, Hélène et ses deux frères, Michel et Victor, vont se partager une fortune colossale. Ces trois branches ont des intérêts en commun. Certains ont certaines activités en matière de travaux publics ou de promotion immobilière, mais Hélène, elle, n'a qu'une fonction, celle de gérer les appartements qui appartiennent à la famille Pastor. Hélène Pastor peut alors consacrer son temps à ses deux enfants. Sa fille, l'aînée, qui a aujourd'hui 53 ans, et son fils, âgé de 47 ans. C'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui est quelqu'un qui aime quand même la lumière, qui aime sortir un petit peu du lot, qui a des ambitions. Ulysse, c'est quelqu'un de très différent. Elle est beaucoup plus réservée, même si elle participe à la vie de la principauté. C'est une femme qualifiée, elle aussi, de discrète. Sur le rocher, on dit que les Pastors sont plus riches que la famille princière. On estime leur fortune à environ 16 milliards d'euros. De quoi aiguiser les appétits. C'est alors que survient le premier rebondissement de l'enquête. 4 jours après l'attaque meurtrière, et alors que le pronostic clinique d'Hélène Pastor est toujours engagé, Mohamed, son chauffeur, meurt des suites de ses blessures. On réduit souvent ses fonctions à celles de chauffeur. En vérité, il était bien plus que ça. Il était certes son chauffeur, son cuisinier, son majordome, son confident. C'est avec Mohamed Darwish, auprès de Mohamed Darwish, que Madame Pastor se confiait le plus. Ou en tout cas, c'était l'un de ceux qui avait le plus son oreille. Les enquêteurs s'interrogent. Hélène Pastor ne serait-elle qu'une victime collatérale? Et le chauffeur, la véritable cible de ce guet-apens? La piste du chauffeur va très vite être éliminée. Pourquoi? Mais parce qu'il est resté 1 heure à côté de sa voiture à attendre le retour d'Hélène Pastor et que là, on aurait pu très bien le tuer. On n'avait pas besoin d'attendre que Hélène soit là. Donc la cible, en plus, vu le mode opératoire, il était évident que la cible, c'était Hélène Pastor. La direction interrégionale de la police judiciaire décide alors de déployer des efforts colossaux. Face à la notoriété de la victime visée, la pression sur les équipes s'intensifie. Il faut obtenir des résultats, et vite. Mais qui trouverait un intérêt dans la mort d'Hélène Pastor? Sa fortune faisait-elle des envieux? Et la mafia se cache-t-elle derrière cette sauvagerie? À Nice, les forces de l'ordre se lancent sur la piste de 2 hommes en fuite. Pour cela,
il s'appuie sur 1000 caméras qui quadrillent les rues. Les enquêteurs vont pouvoir alors suivre les agresseurs à la trace. Ils partent vers 13h de Marseille, ils prennent le train. Ils arrivent vers 15h à Nice. Et là, ils en prennent les voies sur les caméras, emprunter le tunnel pour se rendre à l'hôtel. À l'hôtel, ils vont chacun commander un taxi pour se rendre sur les lieux du crime. Et on voit effectivement, je vais dire, les exécutants arriver tranquillement, paisiblement, en taxi, descendre de taxi et ensuite se positionner, attendre quelques instants, pas très longtemps d'ailleurs. Après leurs méfaits, les agresseurs prennent le bus jusqu'au centre-ville, où ils réservent par téléphone un taxi qui les mène jusqu'à Marseille. Une erreur grossière qui va leur être fatale. Tout est fait dans l'improvisation. Tout est fait je vais dire, pour être identifié. Grâce au numéro de téléphone, les enquêteurs, les services de police vont très clairement savoir de qui il s'agit. Quelle est l'identité du tireur et du guetteur. Il s'agit de 2 Comoriens des quartiers nord de Marseille, connus des services de police pour trafic de drogue. Les enquêteurs installent des balises sur leur voiture, géolocalisent leur téléphone et les laissent évoluer. Un mois plus tard, ils tiennent une piste. Pascal, un coach sportif qui vit à Aise, entre Nice et Monaco. C'est la pierre angulaire, c'est lui qui donne les tuyaux, c'est lui qui donne les informations, c'est lui qui donne l'argent. Il est le personnage central. Pascal est un sportif aguerri de 46 ans, sans condamnation ni passé judiciaire. À travers les années, il a réussi à s'immiscer au sein de la bonne société monégasque, où il entraîne de riches héritières. C'est une personne d'un milieu plutôt ordinaire, ce qui n'a rien d'une injure, mais un milieu modeste, qui n'était pas habitué au faste de l'argent, aux mondanités et aux paillettes, et qui, pénétrant, mettant un orteil dans ce milieu monégasque du luxe, de la puissance, de l'argent, a peut-être eu des vertiges et a été convaincu, a voulu peut-être sortir de son milieu et être comme eux. Les policiers gardent un œil sur Pascal et s'interrogent désormais sur un autre nom, celui du gendre d'Hélène Pastor, un nom qui revient souvent au fil des écoutes. On comprend très vite qu'il y a un lien entre le gendre et le coach. Là, on commence à avoir une nébuleuse de conversations téléphoniques, même si ce n'est pas des écoutes, on sait qu'il y a des conversations, tel jour, telle heure, avec telle personne. Si cette piste se confirmait, les enquêteurs retourneraient tout naturellement à la case départ, l'hypothèse de la piste familiale. Ils décident alors de fouiller davantage la vie privée du gendre d'Hélène. Il va monter des entreprises, il va devenir consul de Pologne, donc il va bien s'intégrer dans la bonne société monégasque. C'est quelqu'un d'extraverti. Elle est un peu plus en retrait, elle est plus discrète, mais elle est là. À Monaco, le couple mène grand train, notamment grâce à la générosité de la riche héritière. Le gendre n'a pas de revenus, très clairement, il n'a pas beaucoup de revenus. Il compte notamment sur l'argent qu'Hélène Pastor donne à sa fille. Très rapidement, c'est le gendre qui prend toutes les initiatives et qui va, avec cet argent, acheter un appartement en Angleterre. Il va également acheter un yacht et c'est lui qui va gérer véritablement l'argent du couple. Pour compléter son enquête de personnalité, la police judiciaire de Nice entre en relation avec la police monégasque et obtient une information qui va se révéler capitale. Les enquêteurs de la principauté vont découvrir que le gendre d'Hélène Pastor a fait des retraits d'argent en liquide depuis un compte à Dubaï qui correspond à une somme d'environ 200 000 euros. 9 retraits qui suscitent la curiosité des services de police. Le gendre est désormais dans le collimateur des enquêteurs. Mais entre-temps, on apprend qu'Hélène Pastor n'a pas survécu à ses blessures. Un véritable coup de tonnerre sur la principauté. Ça a été la stupeur et l'inquiétude.
la stupeur et la peur. C'est-à-dire qu'à Monaco, tout le monde se demandait, mais pourquoi avoir abattu Hélène Pastor? On s'est même posé la question de savoir si, à travers Hélène Pastor, c'était pas le Rocher qui était visé, c'était pas les Grimaldi. D'où l'importance de résoudre cette affaire dans un temps record. Pour la police judiciaire, l'affaire vient de se transformer en double homicide. Si l'enquête est sur de bons rails, il reste pourtant des interrogations. Le gendre d'Hélène Pastor est-il impliqué dans cette exécution? Et si c'est le cas, la fille de l'héritière a-t-elle joué un rôle dans ce scénario criminel? L'annonce du décès tragique d'Hélène Pastor pousse les enquêteurs niçois à creuser davantage la piste familiale, et plus précisément celle du gendre. Ils lancent plusieurs commissions rogatoires internationales en Pologne. Leur but, éclaircir des zones d'ombre sur certains flux financiers suspects liés au rachat d'un complexe pétrochimique. On est sur plusieurs dizaines de millions d'euros en ce qui concerne le rachat de la raffinerie. Donc c'est des sommes considérables. Alors évidemment, le scénario est le suivant. Il fait de mauvaises affaires, il a engagé beaucoup d'argent, il a emprunté beaucoup d'argent. Il faut qu'il rembourse parce qu'on lui met, je dirais, le fusil dans le dos. Et à ce moment-là, il précipite l'élimination et l'exécution d'Hélène Pastor. Fort de ces informations, le procureur et les enquêteurs abandonnent la thèse du complot mafieux au profit de la piste du gendre. Le 23 juin 2014, soit moins de 2 mois après l'attaque meurtrière, un grand coup de filet est lancé dans toute la France. 23 personnes sont interpellées et mises en garde à vue à Nice, Marseille et Rennes. Parmi elles, on retrouve entre autres le tueur, le guetteur, Pascal, le coach sportif, la fille d'Hélène Pastor, ainsi que son compagnon. Le coach sportif passe très vite aux aveux et confirme les éléments accablants récoltés par les enquêteurs. Le coach va raconter que, effectivement, le compagnon lui a demandé de s'occuper de cette affaire, que lui l'a fait parce qu'il était sous influence. C'est son système de défense, c'est ça, hein, je suis sous influence de la part du compagnon. Et il me promet un avenir doré si j'arrive à éliminer Hélène Pastor. Face aux enquêteurs, le gendre résiste. Ce n'est qu'au 4e jour de sa garde à vue qu'il accepte de se livrer et fait des aveux détaillés. En décembre, à la veille de Noël, le gendre fait part au coach de la pression psychologique que subit sa compagne. Là, le coach a une oreille attentive, lui dit « je comprends ce que vous vivez ». Puis ils se séparent, là ils n'en parlent plus du tout. C'est en janvier qu'ils se revoient et à ce moment-là, le coach réclame 200 000 € en liquide au gendre pour procéder à la mise en place de l'organisation du contrat. Pour l'avocat du chauffeur d'Hélène Pastor, le gendre tente de simuler un crime passionnel. Mais selon lui, cette thèse ne tient pas la route. C'est dur de combiner ce mobile passionnel avec le mobile crapuleux qui consiste à dire « je vais tuer une deuxième personne pour brouiller les pistes ». Parce que quand on commet un crime passionnel, la personne que l'on vise, c'est la personne objet, victime, cause de la passion. C'est pas un kidam à côté dont on va se dire « bon bah si je le tue aussi, ça va brouiller les pistes ». Donc il y a là quelque chose psychologiquement qui colle pas. Le procureur de la République de Marseille est déterminé à marquer les esprits. Pendant la garde à vue, il organise 2 conférences pour annoncer qu'il détient les coupables. Il fallait absolument que ça soit vis-à-vis de l'opinion nationale, mais également l'opinion internationale, agir très vite pour montrer que la mafia n'avait pas pris en main les destinées du Rocher. Le 27 juin, 7 personnes sont mises en examen pour complicité d'assassinat et pour association de malfaiteurs en vue de commettre un homicide volontaire en bande organisée. 6 d'entre eux sont incarcérés, dont le gendre d'Hélène Pastor. Sa fille est libre, aucune charge n'est retenue contre elle,
Mais elle est sous le choc. Son compagnon est le suspect numéro 1. Ah là, je crois que quelque chose s'est cassé entre elle et lui. Ah ben, elle apprend quand même que son compagnon a organisé l'assassinat de sa mère. Elle le lâche, entre guillemets. Elle le lâche. C'est là où elle raconte que, pour elle, il est inconcevable que le coach ait pu avoir une emprise sur son compagnon. Donc, de fait, elle le charge. De fait, elle étaye la thèse de l'accusation. Malgré la tristesse d'avoir perdu une figure emblématique de Monaco, sur le rocher, c'est le soulagement. La piste mafieuse semble écartée et l'image de la principauté préservée. Alors l'enquête, menée en Pologne, va-t-elle impliquer un peu plus le gendre et surtout confirmer le mobile du crime? Le 2 juillet 2014, 3 mois après les faits, les enquêteurs assistent à un nouveau rebondissement. Accompagné de son avocat, le gendre revient sur ses aveux face au juge d'instruction et met en cause les conditions de sa garde à vue. Il estime que les enquêteurs auraient tenté de retarder au maximum l'arrivée de son avocat. Je trouve quand même étrange que lorsque M. Zola sollicite l'assistant d'un avocat, chaque fois, on essaie de l'égarer en disant « l'avocat commis d'office ne sert à rien ». Lorsqu'il demande un avocat, il cite le nom d'un avocat, il dit « il ne faut pas le prendre ». L'avocat du gendre estime également que son client, originaire de Pologne, n'a pas bénéficié d'un traducteur durant les 96 heures de sa garde à vue. Premièrement, la personne vous dit qu'elle maîtrise le français. Deuxièmement, elle vous dit qu'elle le lit. Et troisièmement, ses réponses durant les jours et les jours de garde à vue attestent par le vocabulaire employé, par les expressions employées, qu'effectivement, elle maîtrise et elle lit correctement le français. Il n'y a aucune raison de forcer la personne à prendre un interprète alors qu'elle n'en souhaite pas. La loi prévoit malgré tout que pour un ressortissant étranger, il est qu'un étranger, la présence de l'interprète est obligatoire. Est-ce que ça va remettre en cause toute l'enquête? J'en doute. Une requête en annulation pour vice de procédure est alors déposée. Le gendre d'Hélène Pastor réclame sa remise en liberté. De plus, pour son avocat, d'un point de vue juridique, l'homme d'affaires n'a pas de mobile. La question centrale, essentielle et vitale dans ce dossier, pour quelle raison voulez-vous que M. Zola, qui nageait dans le bonheur, à 66 ans, puisse décider du jour au lendemain et un beau jour de participer à ce double assassinat? Effectivement, qu'il avait des revenus confortables, mais ces revenus confortables venaient à 95% des revenus que la mère donnait à la fille. Et ce sentiment que sa situation ne tenait qu'à un fil, je pense que ça a dû beaucoup le préoccuper, et de manière croissante les années passant. Dans l'attente du procès, les enquêteurs espèrent que les conclusions des commissions rogatoires de Pologne pourront éclaircir la situation financière du gendre dans son pays, ce qui confirmerait ou non le mobile. Les différentes parties attendent aussi avec impatience une confrontation entre le gendre d'Hélène Pastor et le prétendu organisateur des meurtres, le coach sportif. Ce qu'on attend, c'est d'en savoir plus sur le parcours polonais, sur ce qui se passe en Pologne, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, de clarifier la contradiction entre le coach et le compagnon, d'amener les uns et les autres à de meilleurs sentiments et donc de faire une confrontation. Aujourd'hui, sur la Riviera, le procès Pastor est attendu de pied ferme. Une attente longue et douloureuse pour les parties civiles qui n'espèrent qu'une chose, un verdict juste et équitable. Ils ont tous contribué à égale mesure à la disparition de Madame Pastor et de son chauffeur. Et donc ce que la famille
de Mohamed Darwish attend, c'est qu'ils soient tous identifiés, c'est en très bonne voie, qu'ils soient tous condamnés sans qu'on se dise finalement « Ah bah oui, mais c'est que des hommes de main, ceux qui sont à la base de la pyramide. C'est des hommes de main, mais c'est pas n'importe quoi qu'ils ont fait. » Crime à la frontière italienne vous propose maintenant de revenir sur l'histoire incroyable d'un berger retrouvé mort au pied de sa grange à Josier. Meurtre ou accident? Voici ce reportage inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'une mort mystérieuse qui va anéantir une famille de montagnards. L'enquête paraissait pourtant simple, mais elle va connaître de nombreux rebondissements. On a affaire à deux témoins clés qui nous révèlent qu'ils ont fait des faux témoignages. C'est fini. Mais attendez, on est en présence d'une enquête pourrie. Pourrie. Nous sommes à Josier, dans les Alpes de Haute-Provence. Un village de 1000 habitants, niché à 1250 mètres d'altitude, au cœur de la vallée de l'Ubaye, à 20 km de l'Italie. L'hiver, Josier perd un peu de sa quiétude avec l'arrivée des touristes dans les stations de ski. Le reste de l'année, la vie est rythmée par la culture des terres et le travail quotidien dans les étables. C'est d'abord une vallée merveilleuse. C'est une des dernières vallées sauvegardées de toutes les Alpes. Les gens sont très travailleurs, un petit peu conservateurs, on dira, et puis très famille. Le propre de tous les petits villages, c'est que tout le monde se connaît, que derrière les volets qui ne sont jamais tout à fait clos, tout le monde se surveille, s'épie, et qu'on chevauche la rumeur comme autrefois on chevauchait les chevaux. Ce 19 octobre 1994, Jean-Émile, 45 ans, rénove le toit de sa bergerie, aidé par Fabrice, son employé. À 17 h, ce dernier quitte le chantier. Jean-Émile a décidé de finir seul les travaux. Sa femme, Jocelyne, est prévenue. Ce soir, il finira tard. Mais en pleine nuit, Jocelyne se réveille en sursaut et constate que son mari n'est pas rentré. Elle se rend compte qu'il a disparu. Il est 4 h du matin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réveiller l'employé, le berger, qui vit de mémoire dans une caravane, mais dans la ferme, à côté de son activité. Jocelyne et Fabrice, inquiets, partent alors en voiture à la recherche de Jean-Émile. Direction la bergerie, à la sortie du village. Ils arrivent, le tracteur tourne, le moteur tourne, les phares sont allumés et Jean-Émile est allongé par terre. Il retrouve Jean-Émile face au sol. Il a des traces de coups sur le crâne. En prenant son pouls, Fabrice se rend compte que Jean-Émile ne respire plus. Il faut d'urgence aller chercher de l'aide, mais l'endroit est isolé. Et tous deux décident à ce moment-là d'aller jusqu'au domicile de Robert, qui est le père de Jocelyne. Et donc, on réveille Robert en pleine nuit, on lui explique la situation. Il est arrivé quelque chose, il y a un malheur, vient. Et ce n'est que dans un second temps que les secours sont prévenus. Robert appelle les pompiers et tous les trois retournent à la bergerie pour attendre l'arrivée des secours. Que s'est-il passé cette nuit du 19 octobre 1994? Jean-Émile a-t-il eu un simple accident et les secours vont-ils pouvoir le réanimer? À Josier, il est 5 h du matin quand les pompiers arrivent à la bergerie, suivis des gendarmes.
Sur place, ils ne peuvent que constater l'évidence, Jean-Émile est bien mort. Ils procèdent alors aux premières constatations. J'ai vu qu'il était face contre terre, légèrement le bras replié, et il porte un coup sur le sommet du crâne. Sans aucun autre indice, les gendarmes élaborent un premier scénario. La configuration des lieux, il était en train de refaire le toit de sa bergerie. Il y avait l'échelle à côté, il faisait nuit. On peut très bien penser, en arrivant, que c'est un accident, quoi. Il n'y a pas autour de ce corps d'objet particulier laissant à penser qu'il a pu être battu à mort, qu'il a pu être frappé. Jean-Émile aurait donc fait une chute mortelle. La dépouille est transportée à Digne pour être autopsiée. Et le rapport du médecin légiste, rendu dès le lendemain de la découverte du corps, va surprendre tout le monde. On est en présence de fractures multiples qui pourraient correspondre à une chute. Mais la blessure mortelle ne peut en aucun cas avoir été causée par l'impact de la chute. Et donc se pose la question, on la pose nous, tout de suite, dans la presse. On l'écrit, on disait, mais alors, c'est pas un accident, c'est quoi? Un homicide? La nouvelle jette l'effroi dans la vallée. Car ici, tout le monde connaît l'homme de 45 ans. C'est l'aîné d'une grande famille de Josiers, où l'on est éleveur de moutons, de père en fils. C'était l'enfant du village, travailleur, gros travailleur. Il passait ses journées à la bergerie. Il rentrait déjeuner chez lui. Il faisait une toute petite sieste et il repartait. Du début d'après-midi jusqu'au soir tard, jusqu'à la nuit tombée. Marié et père de 3 enfants, Jean-Émile passe pourtant le plus clair de son temps, loin de son foyer, seul. Lui, il est dans la citadelle de sa solitude. Et puis une solitude un peu féroce quand même. Hein. Il est en très mauvais terme avec sa femme, il est en très mauvais terme avec ses enfants. Finalement, il est bien qu'avec ses moutons. Les gendarmes savent aussi que Jean-Émile a des conflits de voisinage. Ils ont déjà été appelés pour un drame sur sa propriété. 6 mois avant le décès de Jean-Émile, sa bergerie fait l'objet d'un incendie où 600 têtes de troupeaux sont retrouvées carbonisées. C'est un cauchemar. Une vie de labeur partie en fumée. À l'époque, Jean-Émile témoigne à la télévision. Il est effondré. Je suis là tous les soirs. Il n'y avait rien à ce moment-là. Et à 1h du matin, c'était tout fini. L'enquête a démontré que le feu avait été mis volontairement à la bergerie. Ça ne pouvait pas être un court-circuit. On retrouve des traces d'hydrocarbures sur les lieux. On conclut un incendie criminel. Les gendarmes ont dit, oh là là, le feu, maintenant, ça, il y a quelqu'un qui lui en voulait. On va trouver. Mais qui en voulait à Jean-Émile? Est-ce les mêmes personnes qui ont incendié sa bergerie? Ou s'agit-il d'un règlement de compte entre éleveurs? À Josiers, les gendarmes commencent leurs investigations par l'audition des proches du voisinage. Dans la vallée, il y a toujours des bruits qui courent. Mais cette fois, le silence est assourdissant. Les gens ne parlent pas parce que, vous savez, dans ces milieux montagnards, c'est relativement fermé. Quand il y a des affaires, les gens, c'est pas l'omerta, mais pas loin. C'est comme les Corses ici. Quand il faut parler, il parle pas. Et quand il faut se taire. Et quand il faut se taire, il parle. Il est mort et puis c'est tout. C'est des histoires, il ne faut pas s'en mêler, ça ne nous regarde pas. Pourtant, le lendemain du décès de Jean-Émile, un homme
va se présenter à la gendarmerie et briser le silence. Un voisin, il va aller rapporter aux gendarmes que Fabrice détestait le berger et que c'est lui qui l'a tué parce qu'il était l'amant de sa femme. C'est du pain béni pour les gendarmes. Il y a un mobile. C'est le vaudeville, quoi. L'amant a été caché dans le placard, on a tué le mari, enfin, ça tourne à ça. Fabrice est un bel homme de 30 ans, plutôt bavard. Une personnalité à l'opposé de son patron, Jean-Émile. C'est quelqu'un de, je pense, de très intelligent, cultivé, éduqué, qui a fait des études. Ils viennent d'une famille assez bourgeoise, établie. C'est vrai qu'il n'est pas destiné à devenir berger dans la vallée de l'Ubaye, que les choses soient claires. Fabrice est ingénieur. Sa passion, ce sont les inventions plutôt originales. En 1992, il arrive à Josier pour tester sa dernière trouvaille, un tracker, une sorte d'ancêtre du GPS qui permet de surveiller les brebis à distance. Et il passe comme une sorte de sorcier, on ne comprend pas véritablement ce qu'il fait. Et donc à partir de ce moment-là, déjà, en dehors du fait qu'il peut paraître pour l'étranger parce qu'il n'est pas du coin, qu'il n'est pas habitué donc au mode de vie des gens du coin, il a en plus des méthodes de travail qui sont à 100 lieues de celles que l'on connaît traditionnellement. Mais c'est surtout le passé de cet homme, venu d'ailleurs, qui intrigue les enquêteurs. Les gendarmes vont découvrir que l'étrange Fabrice, le gentil Fabrice, a derrière lui, sans y être impliqué pour autant, 2 cadavres, 2 morts. Et les gendarmes se sont dit, mais est-ce que ce Fabrice n'est pas une sorte de serial killer, puisque chaque fois où il passe, son passage est jalonné par la découverte d'un cadavre? La première fois, c'était en 1988, lors d'une expédition au sud de l'Asie. Il part à l'Himalaya avec un ami. Il y a une avalanche de pierres ou qu'un accident. Il revient en France et il dit, ben voilà, il est mort et puis il est enterré sous les pierres, je ne peux même pas ramener le corps. 4 ans plus tard, Fabrice est employé par un berger de l'Ubaye. Pendant la sortie du troupeau, l'éleveur meurt noyé en tentant de sauver une brebis tombée à l'eau. Dans les 2 cas, il n'y a jamais de témoin. Et chose plus étonnante, dans le premier cas, de l'ami disparu lors d'un trek, on apprend qu'il a été aussi l'amant de la veuve. On revient au vaudeville. Pour les enquêteurs, Fabrice devient alors le suspect numéro 1. Il leur faut maintenant entendre sa version des faits. Mais Fabrice a-t-il tué Jean-Émile, son employeur? S'agit-il d'un crime passionnel, comme le prétend le voisin? À Josier, la rumeur prête une relation à Fabrice et Jocelyne. Les gendarmes veulent en avoir le cœur net. Ils placent donc la veuve et le berger sur écoute et les prennent en filature. Quelques semaines après le décès de Jean-Émile, à l'occasion d'une surveillance effectuée par les gendarmes, la relation amoureuse ne fait plus aucun doute. Les amants se retrouvent sur un parking, ils s'enlacent. Des photos sont prises à cette occasion. Et là, effectivement, les enquêteurs se disent, mais le mobile, est-ce qu'il ne serait pas là? Est-ce que Fabrice n'avait pas pour ambition, peut-être, de prendre la place de Jean-Émile? Le scénario d'un crime passionnel se dessine. Pour le prouver, les gendarmes doivent établir que cette relation a commencé avant la mort du mari. Le simple fait de démontrer qu'il y a une relation n'est pas en soi, aujourd'hui, le mobile idéal. Les gendarmes décident, à l'ancienne, de frapper un grand coup. C'est-à-dire qu'ils mettent en garde à vue tout le monde. Le 14 mars 1995, presque 5 mois après la mort de Jean-Émile, Fabrice, Jocelyne et son père
Robert sont interrogés séparément. Jocelyne va donner moult détails sur sa vie conjugale à ce moment-là en disant qu'elle n'était pas heureuse et qu'elle avait peur pour ses filles. Donc elle assume après sa relation amoureuse avec Fabrice. D'ailleurs elle le dit qu'elle veut faire sa vie avec lui et qu'elle en est amoureuse. Mais Jocelyne est formelle. Sa relation avec Fabrice date d'après le drame. De son côté, Fabrice va faire une révélation surprenante. Les gendarmes vont obtenir ce à quoi ils ne s'attendaient pas. C'est-à-dire que Fabrice, au lieu d'avouer, parce qu'ils espéraient quand même des aveux de Fabrice, va accuser Robert. Une suspicion d'autant plus plausible que Robert a été surpris par les gendarmes 2 jours après le drame, à la bergerie, en train de ramasser des outils. Face aux accusations, le père de Jocelyne craque. Quand on lui dit Fabrice a dit ça de toi, eh ben, il dit bah oui c'est moi, allez on arrête tout, j'en ai marre. Alors bon, il s'accuse, hein. Il explique comment ça s'est passé et il dit c'était pour protéger ma fille, il en avait marre de ce type, il a frappé, bon, etc. Le sexagénaire explique avoir frappé Jean-Émile avec un marteau à la base de la tête. Mais sa version pose un problème. Si l'autopsie révèle effectivement un enfoncement occasionné par un objet contondant, la blessure se situe non pas en bas, mais au sommet du crâne. Quand on confronte la réalité des accusations de Fabrice, des auto-accusations donc de Robert par rapport aux éléments objectifs du rapport de médecine légale, du rapport d'autopsie, on se rend compte que Robert a raconté n'importe quoi. Au terme de la garde à vue, les gendarmes n'ont donc aucune réelle explication. Et ils sont persuadés que le trio ne dit pas la vérité. Alors l'enquête va passer entre les mains du juge d'instruction évidemment, bon, et il va continuer la logique des gendarmes. Il aurait pu réfléchir lui. Il aurait pu réorienter l'enquête de manière à trouver des preuves plus rationnelles. Non, mais il va emprisonner tout le monde pour faire craquer tout le monde. On continue à être dans la logique de l'aveu. Le 16 mars 1995, les 3 suspects sont mis en examen pour assassinat et incarcérés à la maison d'arrêt de Digne. Fabrice et Jocelyne continuent de nier leur implication dans le meurtre de Jean-Émile. Quant à Robert, il est revenu sur ses aveux. La prison va-t-elle permettre de faire éclater la vérité? Pourquoi Fabrice a-t-il accusé Robert? Le berger est-il impliqué dans le meurtre, comme le pensent toujours les gendarmes? À la maison d'arrêt de Digne, c'est le silence. Jusqu'à ce jour de juin 1995, où un détenu est reçu par le juge d'instruction. Il va alors faire d'importantes révélations sur Fabrice. En prison, dans la balade, là, la petite promenade dans la journée et tout, le co-détenu a recueilli, voilà, les aveux. Fabrice lui aurait indiqué être l'auteur du meurtre de Jean-Émile. Et c'est là qu'on se dit, ça y est, on a le témoignage qu'il nous faut. Jocelyne, Robert et Fabrice ont bénéficié d'une libération conditionnelle 1 mois plus tôt. Le juge d'instruction fait alors machine arrière. C'est sur la foi de ce témoignage, qui est un témoignage finalement de ragot, un témoignage même d'égout de prison, et j'utilise sciemment cette expression de la part d'un mouton qui est un escroc patenté, que le juge d'instruction s'est dit « Tiens, j'ai là un point d'ancrage pour réincarcérer Fabrice et faire en sorte que mon enquête puisse rebondir. » Fabrice retourne seul en prison. Jocelyne et Robert sont mis hors de cause. 1 mois plus tard, en juillet 1995, nouveau rebondissement. Le juge reçoit une lettre anonyme. Les confidences d'un homme qui s'accuse du meurtre de Jean-Émile et donc innocente Fabrice.
magistrat s'interroge. Et puis, s'agissant d'un courrier anonyme, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne une expertise graphologique. Et puis là, on se rend compte que cette lettre a été écrite par Fabrice. Ça révèle une personnalité un petit peu borderline et je pense aussi une immense envie d'être mis en scène et d'être mis en avant. Je crois que le principal ennemi de Fabrice dans ce dossier, ça a été Fabrice. En fait, le berger montre son impertinence depuis le début de l'enquête. Et ce, dès les premières auditions à la gendarmerie. Quand vous voyez quelqu'un en face qui parle et qui essaye de se mettre au-dessus de tout le monde, c'est sûr qu'on a eu une idée préconçue de l'individu. Il savait tout sur tout et c'était un donneur de leçons, quoi, voilà. Le jeune homme de 30 ans fait preuve du même mépris envers le juge d'instruction. Fabrice était très provocateur à l'égard du magistrat instructeur. Il allait corriger les fautes d'orthographe du magistrat. Il fait un jeu de mots, le magistrat instructeur, le juge bonnet, et il met qu'il lui décerne le bonnet d'âne. Il s'amuse, on dirait un collégien. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une cour d'école. Fabrice risque la cour d'assises. S'attaquer à un juge pour essayer de lui démontrer dans un rapport de force qu'on est plus intelligent que lui, c'est finalement une preuve de faiblesse et c'est finalement la preuve d'une connerie incommensurable. Et c'est ainsi qu'il s'est placé lui-même, au travers des traits de personnalité qui le caractérisent, dans une situation qui était devenue une situation inextricable. Il a été à un moment donné l'artisan de sa perte pendant toute cette détention qu'il a effectuée. Au total, le berger effectue près de 3 ans de détention préventive. Mais malgré son comportement, il obtiendra une libération conditionnelle en 1997. Depuis, Fabrice attend, libre, son jugement. Le procès apportera-t-il la vérité sur la mort de Jean-Émile? Quelle attitude Fabrice va-t-il adopter dans le box des accusés? Est-il coupable ou innocent? À Digne, le 2 mai 2000, 6 ans et demi après la mort de Jean-Émile, le procès de Fabrice s'ouvre à la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence. Les familles de la victime et de l'accusé, les habitants de Jauziers, tout le monde a fait le déplacement. C'est vrai que la salle était bondée, l'ambiance était tendue. Il y avait d'un côté la famille de Jean-Émile, son frère, ses parents. D'un autre côté, bien éloignée, bien évidemment, compte tenu des circonstances, la famille de Jocelyne. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Car dans le dossier, il n'y a aucune preuve directe contre Fabrice. Qu'importe, la famille de Jean-Émile, elle, espère une condamnation. Ils attendaient de cette audience de cour d'assises à ce que la vérité éclate. Pour eux, c'était quoi la vérité? C'est que Fabrice soit déclaré coupable. Dans le box des accusés, Fabrice affiche une sérénité déconcertante. Il plaisantait, il parlait aux photographes et aux trucs en disant ça va, et oui, bon, vous avez bien dormi, on arrive au bout, hein, tout ça, enfin, etc. Quoi. Pas se cacher derrière les bras pour monter, donc, ce qui donnait toujours l'attitude du mec sûr de lui. Et pour cause, au 3e et dernier jour du procès, tout bascule. Les 2 témoins capitaux sont appelés à la barre. D'abord, Auguste, le voisin, qui est allé incriminer Fabrice à la gendarmerie au lendemain de la mort de Jean-Émile. Auguste vient aux assises entre devins témoigner et revient sur tout ce qu'il a dit. En disant mais non, mais j'ai dit ça comme ça parce que voilà, il fallait que je dise quelque chose et puis en fait j'ai jamais dit ça et puis de toute façon c'est pas vrai ce que j'ai dit et puis je m'en souviens plus et puis voilà, lâchez-moi quoi presque, hein, pas content d'être là. Hein. Vient ensuite le tour du co-détenu de Fabrice. Il avait affirmé avoir recueilli ses aveux en prison.
On a un témoin qui revient sur ce qu'il a dit en laissant entendre que le juge lui a proposé un marché pour obtenir sa mise en liberté. Donc on a affaire à deux témoins clés qui nous révèlent qu'ils ont fait des faux témoignages pour plaire. L'un au gendarme, l'autre au juge. Bon, c'est fini. Mais attendez, on est en présence d'une enquête pourrie. Pourrie. La consternation s'empare alors de la salle et du jury. L'avocat général requiert tout de même 20 ans de prison. La menace ne fait pas trembler Fabrice, qui attend paisiblement le verdict. Lui a dormi du sommeil du juste pendant toute l'attente du délibéré et les policiers étaient frappés, on m'ont dit on n'a jamais vu ça. Et quand je l'ai interrogé sur le pourquoi de cette attitude, il m'a dit mais j'étais convaincu que j'allais être acquitté. Le 5 mai 2000, vers 23 h, c'est chose faite. Fabrice est reconnu innocent. Le berger ressort libre du tribunal. Je ressens un énorme soulagement. Après une montée stressante, mais toujours contrôlée. J'ai jamais été inquiété dans le box des accusés, étant donné que j'avais mon innocence pour moi et qu'elle était certainement beaucoup plus forte que le témoignage des gens qui sont venus à la barre. Même soulagement pour Jocelyne et son père. Tous deux applaudissent la décision. Pour la famille de Jean-Émile, c'est au contraire l'incompréhension. Au moment de l'acquittement, les parents de Jean-Émile sont restés figés. Ils ont vécu ça comme une profonde injustice. Ces gens-là n'ont pas réussi à avoir cette vérité qu'ils attendent tant. À Josier, 20 ans après les faits, la mort de Jean-Émile reste toujours une douleur pour ses proches. Ils attendaient de la justice la vérité. Ils vivent encore aujourd'hui dans le doute. Aujourd'hui, la famille de Jean-Émile n'a même pas la consolation de savoir ce qui a pu se passer, dans quelles circonstances et pourquoi leur fils est mort. Et ça, je pense que c'est encore aujourd'hui très, très difficile à gérer pour eux.